Madame, Monsieur, bonsoir. Le 8 septembre 2023, la Terre a tremblé en plein cœur du Haut-Atlas. Un séisme d'une magnitude inédite atteignant dans certains points 7 sur l'échelle de Richter. Le bilan a été très lourd. Plus de 3000 morts. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. 60 000 habitations ont été affectées à différents niveaux. La réponse fut immédiate, ferme et efficace, avec aux manettes un souverain souciant de sauver d'abord ceux qui peuvent encore l'être, mais aussi évacuer les survivants, les reloger et leur acheminer les aides nécessaires. Dès les premières heures après la tragédie, Sa Majesté le roi Mohammed VI suivait de près les opérations menées avec dévotion sur le terrain par les forces de l'ordre, tous corps confondus. Ces opérations ont couvert un large spectre allant du déblaiement au soutien psychologique des enfants sinistrés. On notera ce programme de reconstruction doté d'une enveloppe de 120 milliards de dirhams sur 5 ans. Et parce que ce séisme a mis à nu les failles de la région du Haut-Atlas, des zones reculées, difficiles d'accès et qui manquent de beaucoup, sur le moyen et long terme, le souverain a donné ses hautes instructions pour reloger les personnes sinistrées, mais aussi et surtout désenclaver, réduire les inégalités territoriales et aussi encourager l'activité économique. Dans la foulée, le gouvernement a annoncé la création de l'Agence de développement du Haut-Atlas dans le but de superviser la concrétisation du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par le séisme d'Al-Haouz. Mais voilà, beaucoup de voix s'élèvent pour décrier la lenteur du processus de reconstruction. Face à un chantier aussi colossal, il est difficile d'apprécier l'avancement après 12 mois. Mais il est important de comprendre de quelle manière réaliste et réalisable on pourrait accélérer l'action sur le terrain. Je reçois pour cette émission spéciale un ancien officier de la gendarmerie royale et également enseignant à l'école de guerre économique, professeur Nizar Berdabi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci de l'invitation. Nous avons avec nous également l'architecte urbaniste, mais également auteur, Rachid Boufous. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir Khadija et merci pour l'invitation. Marhaba. Professeur Berdabi, vous étiez sur place après cette tragédie. Vous vous êtes rendu donc dans la région d'Al-Haouz qui a été frappée par ce séisme. Comment les opérations ont été menées en parfaite synchronisation, il faut le souligner, entre les différents corps de l'autorité publique? Alors, comme vous l'avez bien dit, j'ai eu l'opportunité de me déplacer sur place exactement une semaine après le séisme. Et je mets les téléspectateurs dans le contexte. À l'époque, la France, certains médias français, avaient touché du doigt le manque de capacité du Maroc pour mener à bien toute l'opération de secours et d'assistance suite à, je le rappelle, au refus du Maroc souverain de ne pas accepter l'aide de la France, mais en même temps, le Maroc avait accepté l'aide d'autres pays, je rappelle la Grande-Bretagne, le Qatar et l'Espagne. Donc c'est un contexte politique, c'est un contexte souverain, le Maroc avait fait ce choix. Et donc, j'avais fait le choix de me déplacer avec mon équipe, des reporters, des caméramans, etc., pour voir de visu quelle était la réaction de l'appareil d'État marocain face à ce séisme. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté une mobilisation extrême de tous les appareils de l'État, à savoir la gendarmerie, qui est compétente sur le terrain, dans un, on va dire, dans un domaine rural, les forces auxiliaires, les auxiliaires d'autorité qui sont les muqaddam, les chioukh, etc., la protection civile, mais également d'autres, les forces armées royales, avec un dispositif très lourd, si vous voulez j'en reviendrai par la suite, à travers des hôpitaux militaires de campagne, à travers des campements qui ont été dressés pour accueillir, pour soulager la peine des sinistrés, mais également avec des acteurs inédits, comme la DGSN, qui normalement n'intervient pas en milieu rural, mais qui exceptionnellement avait déployé tous ces moyens pour venir en aide à la population locale. Le but était clair, gagner des minutes précieuses, des heures précieuses, pour d'abord sauver les rescapés, leur prêter une assistance médicale à travers les hôpitaux militaires de campagne qui étaient déployés sur le terrain. Et il faut peut-être expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un hôpital militaire de campagne. C'est une structure médicale qui est déployée par les forces armées royales, par le service de santé des forces armées royales, et qui remplace tous les services de l'hôpital militaire
que l'on va trouver par exemple en ville, à Rabat ou dans d'autres villes, mais dans un environnement difficile, enclavé, pour porter secours et assistance à toutes les personnes sinistrées. Donc ce qu'on a remarqué sur le terrain, à base de photos, de vidéos, de témoignages de la population, c'est que ces secours, cette assistance a permis tout d'abord de sauver énormément de vies, d'apporter le premier secours et assistance en termes d'aide humanitaire, d'alimentation, etc., d'essayer de déblayer le terrain, parce que ça c'est un autre axe auquel on ne pense pas automatiquement, c'est que quand il y a un séisme, il y a certes des sinistrés, mais il y a des routes barrées, obstruées. Et comment faire pour faire parvenir l'aide à ces populations enclavées dans des montagnes, à des altitudes dépassant les 2000 mètres, etc., c'est d'abord assurer l'accessibilité à ces zones. Donc il y a un travail de fond réalisé par tous les services avec des véhicules militaires. Il y a eu une synchronisation entre ces services qui a été réussie. Quel est le secret derrière cette synchronisation? Parce que vous en avez évoqué 5 ou 6. Il n'est pas évident, parce que les forces armées royales ont leur mode opératoire, Exactement. Gendarmerie royale aussi, Forces auxiliaires, les forces auxiliaires, etc. Et aussi Ministère le de ministère de l'Intérieur. l'Intérieur. Exactement. Donc comment synchroniser le travail de tous ces corps-là? Je pense tout simplement c'est la culture de la gestion de crise. Le Maroc a cette culture dans son ADN. Je donne pour exemple le séisme d'El Hoceima. Oui. Donc ça a été déjà un sinistre qui a causé beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, et l'appareil de l'État, parce que quand je dis l'appareil de l'État, je mets dedans tous les services de sécurité, tous les ministères. On a parlé de ces ministères, il y a aussi le ministère de l'Équipement qui joue un rôle très important, le ministère de la Santé, etc. C'est que toutes ces forces de l'État ont eu des occasions où ils ont pu éprouver leurs capacités. Et c'est à force d'être confrontés à des sinistres qu'on développe des capacités supplémentaires. Donc, il y a eu l'exemple de ça, mais il y a beaucoup d'épisodes d'inondation. D'ailleurs, on en vit actuellement dans les provinces de l'Est du Maroc, ce qui fait du Sud-Est, plus exactement, ce qui fait que le Maroc, les services de sécurité, les ministères ont cette culture de la gestion de crise qui fait qu'au lendemain d'une crise, d'ailleurs, je peux vous donner un témoignage poignant, c'est du colonel responsable de l'HMCC, l'hôpital militaire de campagne qui a été déployé à Asni, qui m'a dit directement que dès que le séisme a eu lieu, tous les médecins se sont rendus de manière spontanée à l'hôpital militaire, s'attendant à ce qu'il soit déployé. Sachez que l'HMCC a été opérationnel. Le séisme a eu lieu dans la soirée, a été opérationnel moins de 12 heures après. Donc il faut imaginer que cette capacité n'existe que dans très peu de pays dans le monde. Parce que le Maroc a glané cette capacité, parce que le Maroc déploie des hôpitaux militaires de campagne, par exemple en Jordanie, Al-Za'atari, dans d'autres pays comme la RDC, etc. Et c'est des capacités qui sont éprouvées, pour lesquelles il faut un personnel qui est qualifié, qui est formé. Et alhamdoulilah, ce sinistre a permis de mettre en valeur pour l'opinion publique, mais pas que, même pour la communauté internationale, que le Maroc a des moyens très performants et a des moyens drillés, entraînés pour répondre directement à ce type de sinistre. Donc ce vendredi 8 septembre 2023 à 23h11, la terre a tremblé et elle a tremblé de manière très forte. Je le disais, sur certains points, quand même ce séisme a atteint 7 sur l'échelle de Richter. On a parlé de la réponse, mais avant on connaissait un peu cette région, Rachid Boufous, quelques chiffres peut-être sur cette région et aussi comment, malgré la difficulté d'accès, avec tous les moyens qui ont été déployés, ces forces de l'ordre sont quand même arrivées à atteindre les populations sinistrées. Écoutez, sur cette région, on compte quand même quelque chose comme 3000 douars. Hein, et on parle de 300 000 habitants répartis sur 5 provinces, sur une géographie très contrainte, très difficile d'accès. Les gens y habitent depuis des milliers d'années. Hein, la montagne est occupée au Maroc, comme aussi bien dans les autres pays du Maghreb.
Ils y font de la culture vivrière, c'est aussi des parcours pastoraux, donc ils font du petit élevage. Mais c'est aussi une géographie qui est contrainte de manière géophysique. L'Atlas se trouve sur une faille qui part de l'Atlantique et qui va jusqu'en Libye, jusqu'à Jebel Nefoussa, en passant par les Aurès en Algérie, etc. Donc toute cette zone donc, de l'Atlas, y compris en Méditerranée, du côté d'Esfi, du Rif, etc. En Algérie, on se souvient du terrible tremblement de terre d'Asnam en 1980, celui d'Agadir en 1960. Donc c'est toujours cette même ligne donc, de ce qu'on appelle les plaques tectoniques entre les différents continents. Donc ça bouge, la Terre est vivante, et ce qui fait que ça fait pas mal de dégâts. D'ailleurs, l'un des noms de l'Atlas, c'est l'Adrar. Du Dern, ça veut dire la montagne qui parle, la montagne qui crie. Depuis des millénaires, on sent, quand ça bouge, il y a des sons qui viennent de la terre. D'ailleurs, lors d'un tremblement de terre, quand on est dans un logement, on sent même la structure qui émet des bruits. Donc, ce qui fait qu'on est dans des situations difficiles. Elle n'est pas prévisible. On ne peut pas prévoir de tremblement de terre, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas, dès le départ, dire que nous devons prévoir que dans telle ou telle zone, il y aura un séisme dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais nous connaissons globalement les grandes failles, les grandes... là où ça peut... Enfin, globalement, ça peut... Ce qu'on peut prévoir, par contre, c'est la réponse. Alors, la réponse aujourd'hui... D'où le fait que, bien sûr, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême, chef d'état-major des Forces armées royales, il a été décidé tout de suite. Tout à fait. Quel mode opératoire il fallait adopter pour pouvoir déjà sauver ceux qui peuvent être encore sauvés, qui étaient sous les débris, et puis aussi évacuer, parce qu'on ne savait pas si la terre allait trembler encore. Il faut rappeler ces quelques instants, ces quelques heures après ce 23h11, là où il y a eu le séisme. Avec des risques de réplique. Exactement. Et vous savez très bien que ce soir-là, les gens de Marrakech, les gens de Casablanca, de Rabat, ont senti aussi les secousses, avec plus ou moins de dégâts. Il y a eu des dégâts quand même à Marrakech et tout. Donc je pense que nous avons été très bien, c'est-à-dire avisés dès le tremblement de terre de Hoceima en 2004, de former toutes les forces spéciales, les forces d'intervention à ce genre de problème. Il n'y a pas, malheureusement, que les séismes, il y a aussi les inondations. Et on le voit aujourd'hui, l'intervention des forces de l'ordre dans le sud-est marocain. Et je voudrais rendre hommage à toutes ces forces, c'est-à-dire à la gendarmerie, aux forces armées royales, à la protection civile, aux forces auxiliaires, et aussi à tout le contingent du ministère de l'Intérieur à travers les walis, les gouverneurs, les qaïds, les muqaddim, etc. On n'imagine pas assez, mais il faut, tout ce corps sécuritaire et d'intervention fait toujours un travail extraordinaire quand il s'agit effectivement de catastrophes naturelles. Et bien sûr, le plus important était sur le Haouz d'intervenir, de sauver les gens qui étaient sous les décombres, mais dans un deuxième temps, ils l'ont fait très très bien, et dans un deuxième temps, d'éviter qu'il y ait une propagation des épidémies. Vous savez, les cadavres d'animaux, etc., ça peut produire des épidémies qui peuvent causer d'autres problèmes pour les populations qui vont rester sur place. Donc après, ça, sur le volet intervention, secours, aide apportée à la population, il ne faut pas oublier non plus l'immense solidarité de tout le peuple marocain avec les sinistrés. Donc, dans les premières heures, dans les premiers jours, dans les premières semaines, la réponse était impeccable. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Nous sommes des champions, on peut le dire. Malheureusement, on le fait sur ces choses-là, mais ça veut dire que le Maroc est prêt et n'a pas besoin justement d'acquérir des aides ailleurs pour justement piloter les interventions en matière de catastrophes. Il le sait très très bien aujourd'hui, il le fait très très bien aujourd'hui. Et là, encore une fois, il faut rendre hommage à toutes ces forces de l'ordre et à toutes ces autorités qui sont intervenues merveilleusement bien dans la région de Haouz. Dans la région de Haouz, je le disais un peu plus tôt, c'est une région
que bon, peut-être les touristes connaissent très bien, ceux qui recherchent justement le trekking, ou en tout cas cette nature véritable, cette architecture qui est propre à ces régions du Haut-Atlas. Qui entendait parler de Tlat-Niaqoub, oui. qui était un peu l'épicentre de ce séisme, exact. de Wirgan, d'Ijokak, en tout cas de tous ces villages qui sont devenus, malgré eux, et malheureusement à cause de cette tragédie, connus de tous ici au Maroc, mais aussi à cause ou grâce à la presse internationale, sont connus du monde entier. Et puis leur réalité aussi a été dévoilée au grand jour. C'est une réalité d'un monde rural, de zones quand même, je le rappelle, difficiles d'accès et des zones reculées, des zones enclavées, il faut le dire. Combien de temps a-t-il fallu aux autorités pour accéder à certains villages? Rappelons-le, professeur Derdabi. Alors, je vais me reporter au témoignage de la population sur place. Déjà, je voulais dire que la population du Haut-Atlas, c'est une population berbère d'origine, qui sont très dignes, qui ont appris à vivre avec les difficultés de la nature, de la géographie, qui sont des gens, je le dirai maintenant parce que je les ai côtoyés, très patriotes, avec un sens développé de l'amour de la patrie, très conservateurs aussi. Donc c'est un trait de caractère qui les qualifie. Mais vraiment, j'ai pris le témoignage de personnes qui ont perdu peut-être leurs femmes, leurs enfants, avec une dignité sincère. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? C'est le destin, c'est un signe de Dieu. On a perdu des membres de notre famille, mais ce qu'on a vraiment apprécié, c'est la présence de l'appareil étatique. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Un état fort. Je vais m'expliquer. On l'a senti. Tout simplement. Dans la réponse Exactement. immédiate, je le répète, immédiate, dans la gestion de cette catastrophe naturelle, on a eu un état fort. Je vais l'expliquer tout simplement. C'est que les habitants de cette région ont été touchés directement par l'impact par la chute de leur habitation, par peut-être la perte des membres de la famille, de leur cheptel. De leurs proches. Oui. Sauf que les éléments des forces auxiliaires de la gendarmerie vivent dans le même environnement, qui ont été aussi impactés. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit les habitants? C'est que les éléments des forces de l'État, ils ont été tout d'abord présents pour nous. C'est un dépassement de fonction qui fait que c'est la mission qui prime et que directement après, le séisme a eu lieu tard dans la nuit, le lendemain matin, les hélicoptères de la gendarmerie, des forces armées royales ont été présents sur le terrain, ont largué des vivres, je ne sais pas le terme exact, ont déployé des éléments de la gendarmerie, des forces auxiliaires, des forces armées royales dans des régions très difficiles d'accès pour porter aide et soutien à la population locale. Et ça a été vraiment apprécié. Après, c'est la mission, c'est le devoir des services de l'État. Mais tout ça pour dire que, en plus de ce que a dit M. Bouffius, l'élan solidaire extraordinaire qui a été fait au niveau national, mais même au niveau de la diaspora marocaine à l'étranger, où des vivres ont commencé à être acheminés dès le premier jour et n'ont pas arrêté. Moi, je suis venu sur le terrain 5 ou 6 jours après. Je vous assure que les axes routiers ont été carrément obstrués par des convois venant de toutes parts. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur et c'est quelque chose qui montre toute la solidarité du peuple marocain envers ces populations, mais je le souligne, la dignité et le sens du sacrifice de ces populations a été pour moi quelque chose de très marquant. Le sens du sacrifice, le sens de la résilience. Un an après, il faut le dire, beaucoup ne sont pas encore logés, n'ont pas retrouvé un vrai toit sur leur tête. C'était prévisible, Rachid Boufous. Nous l'avions discuté sur ce même plateau. Pourquoi c'était prévisible? Parce que, justement, d'où ma question un peu plus tôt, c'est d'abord la nature géographique de la région. Oui. Donc, le fait que ça prenne autant de temps, selon vous,
c'est pas quelque chose 12 mois après qu'on ne pouvait pas prévoir, un peu comme un séisme. Alors, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a apporté une réponse forte, importante, avec ces aides de 140 000 dirhams, 80 000 dirhams, etc., qui est un engagement de l'État et de la nation pour venir en aide justement aux sinistrés. C'est une réponse qui a le mérite d'être saluée, parce que ça prouve quand même que l'État n'abandonne pas les populations, elle leur vient en aide tout de suite. Sauf qu'à mon avis, en tant qu'expert, avec une expérience sur le terrain et un retour d'expérience sur ce que nous avons vécu depuis une vingtaine d'années dans des problématiques similaires de relogement, de recasement, etc., de populations précaires, cette solution apportée par le gouvernement était idéale dans la plaine ou dans l'approche de villes, où justement l'accessibilité n'aurait pas posé problème, la main-d'œuvre n'aurait pas posé problème, la mobilisation des hommes de l'art, etc., les architectes, bureaux d'études, n'auraient pas posé de problème. Ce qui est aujourd'hui le cas donc, dans l'Atlas, où c'est vraiment, comme on le dit, c'est une géographie très contrainte, avec une accessibilité difficile, avec des altitudes difficiles, avec des moyens pour acheminer qui sont limités. Donc, il allait y avoir, quand je l'ai dit l'année dernière, le 11 septembre, 3 jours après le séisme, chez vous, sur ce plateau, je vous avais dit que ça allait poser un problème, et voilà pourquoi, et j'avais énuméré ces difficultés. Malheureusement, le temps m'a donné raison, et on voit que ces difficultés, on les rencontre sur le terrain, problème d'acheminement des matériaux. Avant la reconstruction, Oui. beaucoup de choses ont été faites, Oui, Rachid bien Boufous. sûr. Il y a un processus de reconstruction. Oui. Le processus de reconstruction commence d'abord par le recensement. Oui. Ce recensement concerne quel département en particulier? Est-ce que c'est que le ministère de l'Intérieur qui s'est occupé du recensement? Non, parce que c'est une commission où il y a tous les responsables du ministère de l'Intérieur, parce qu'ils ont l'encadrement territorial donc, de la zone, à travers leur qaïd, leur muqaddam, leur shir, etc. Donc ils connaissent la population qui habite sur place. Et il y a la réponse, d'accord? Donc les fiches sont faites, et puis elles sont adressées au ministère de l'Habitat, qui lui va allouer justement les moyens, d'accord, à cette population. Donc, et bien sûr, le ministère des Finances, etc., pour débloquer les fonds. Toujours est-il que c'est une commission, il y a plusieurs départements ministériels. Mais on savait pertinemment le nombre de personnes, on les connaît. On a fait, sur le travail de recensement, il a été impeccable, on a vraiment recensé tout le monde, etc. Mais ça a pris du temps. Parce Bien qu'il faut sûr, le rappeler, ce qui est normal, c'est un travail ce qui est logique. qui, Ce qui est logiquement, logique, prend ce qui est du logique. temps. Donc c'est un peu normal que les travaux Ce qui est logique. prennent du temps à parce être que du réalisés, moment- que les maisons parce que- sortent de terre, Alors. parce qu'il y a un travail en amont d'abord de recensement. Et vous savez, c'est quand même très compliqué compte tenu d'abord de la nature de la catastrophe, aussi des intentions, etc., Oui. etc. Le recensement, ce n'est pas ça qui a posé problème. Le recensement a été fait, on connaissait les gens vraiment qui habitaient là-bas. Je vous ai dit encore une fois, le problème était la réponse. La réponse qui a été faite par le gouvernement, même si elle a été, C'est-à-dire, Rachid très Boufous, on aimerait importante. savoir, Oui. c'est-à-dire de mettre peut-être davantage de précision sur la nature de cette réponse. Selon vous, quel est le chaînon de ce processus-là qui a fait que ça a retardé davantage la reconstruction? le biais- Si vous dites que, selon Alors, vos dires, que le recensement s'est passé dans des conditions optimales et biais- qu'il a été parfaitement réalisé. Le biais, où est-ce qu'il s'est fait? Et c'est là où on aurait pu éviter tout cela, c'est que quand le gouvernement a dit on va apporter 2 types d'aides. Une aide à 140 000 dirhams pour les maisons totalement Détruites. démolies, et ça on connaissait vraiment toutes les maisons démolies, et 80 000 dirhams pour les maisons fissurées mais qui ne menacent pas ruine. Alors c'est là où s'est posé le problème, et les revendications des gens notamment, c'est que qui peut déterminer jusqu'à quel niveau la maison ne va pas tomber dans 6 mois, dans 1 an, et que même si elle est fissurée aujourd'hui, demain. Bon, il y a eu des experts qui sont partis, etc. Mais le territoire était énorme, était immense, et que bien sûr, de manière logique, certaines personnes qui voulaient bénéficier aussi d'une reconstruction ont estimé que leur maison, même si elles étaient fissurées, elles pouvaient donc s'effondrer et en réclamer. Donc, à ce que l'État lui donne. Donc, il n'y a pas eu assez de communication pour calmer
les populations et pour apporter des solutions tout de suite. Et je vous dis encore une fois, la solution apportée par le gouvernement n'est pas mauvaise, mais elle était beaucoup plus adaptée aux alentours des villes et des plaines, beaucoup plus que dans la montagne. Quelle aurait été la mesure adaptée, Alors, adaptée à ce contexte géographique quand même très, très, très compliqué. Alors, il faut le dire, parce que déjà pour déblayer, il faut le rappeler, l'électricité, l'eau, ça a été endommagé. On a pu quand même reconstruire des routes, on a pu immédiatement relier, encore une fois, ou rétablir la connexion à l'électricité et à l'eau dans certaines régions qui ont été coupées de tout. Bref, il y a du travail quand même qui a été fait et vraiment dans des conditions géographiques qui ne sont pas du tout évidentes. Alors, donc, qu'est-ce qui aurait pu être fait, selon l'architecte urbaniste que vous êtes, pour reconstruire plus vite? Le recensement avait donné le chiffre de 59 000 logements qui avaient connu des sinistres, soit totalement démolis, soit fissurés, etc. Donc il y a ça. Il y a 1000 écoles qui ont été détruites aussi. Donc il y a eu une centaine qui ont été reconstruites, etc. Donc ça veut dire que c'est énorme. Et il faut dire que ces villages ont été construits durant des centaines d'années. Hein. Ce n'est pas simplement les gens sont venus, ils les ont construits en 24 heures. Ce n'est pas ça. Et le problème numéro un, c'est que ces villages étaient très éparpillés dans la montagne. L'accès étant très difficile, nous sommes sur des altitudes avoisinant les 3000-3500 mètres d'altitude. Il y a même des villages auxquels les secours ont mis beaucoup de jours à arriver parce que justement il n'y avait pas de route, hein, il n'y avait que des sentiers de meules ou d'ânes. Donc il a fallu l'intervention des bataillons de montagne. Exactement. Des alpinistes pour arriver à ces villages. Les bataillons alpins pour qu'ils puissent accéder, parce que donc, dans une géographie contrainte comme cela, moi ce que j'avais dit dès le départ sur cette question, il aurait fallu au moins, pour les populations qui sont dans des altitudes difficiles, très loin, etc., je pense qu'on aurait dû les ramener sur la plaine et leur construire des logements dans des zones sécurisées, parce qu'on savait que les problèmes de déblaiement dans l'altitude poseraient un problème. Les éboulements, ils ne seront jamais à l'abri d'un éboulement futur, parce que les roches sont comme ça, et puis leur future maison pourrait s'effondrer, hein, même si elle est reconstruite et tout. Et c'est pour ça que j'avais lancé dans un environnement contraint comme ça l'idée de construire une cinquantaine de villages de part et d'autre de la chaîne de l'Atlas, dans la province de l'Haouz, dans la province de Ouarzazate, dans la province de Teroudant. D'accord ? Nous avons déjà des villages existants. Nous avons les Brahil, nous avons les Teima, nous avons... non, mais c'est des villages qui existent depuis toujours. Alors, nous pouvons... Est-ce que vous pensez, vous connaissez cette région, vous connaissez... si Derdabi en a parlé tout à l'heure, c'est des gens qui sont dignes, qui sont très résilients, qui sont très attachés à leur terre. Donc là, nous demandons à des populations de laisser le bout de terre. Attention, ils y habitent, mais aussi ils vivent de ces terres. C'est des productions vivrières, c'est aussi une culture maraîchère, j'en passe. Bref. Donc là, est-ce qu'on va les déraciner pour aller... Non, c'est ce que je disais moi dans mon intervention. Et j'ai fait un rapport où j'ai expliqué tout cela, que j'ai distribué aux partis politiques importants, enfin au mouvement populaire, au parti de l'Istiqlal. Je l'ai même fait parvenir au chef du gouvernement pour dire voilà ce qu'on aurait pu faire. C'est qu'on regroupe les gens par affinité linguistique, tribale, ethnique, etc., pour qu'ils ne se mélangent pas, qu'il n'y ait pas une rupture. D'accord ? Et deuxièmement, on garderait la montagne. On lui donnerait la spécificité d'usufruit à ces mêmes populations pour qu'ils continuent à l'utiliser. Mais leur logement, c'est-à-dire au quotidien, on va les mettre dans des zones sécurisées, dans ces villages, dans les piémonts donc des montagnes. Et ce que nous avons appris en nous déplaçant sur place, etc., c'est que les gens des montagnes déjà avaient depuis très longtemps acquis des terres dans la plaine, ils faisaient des cultures dans la plaine, ils faisaient des allers-retours entre la montagne et la plaine. Oulad Brahil est à ce titre un très grand exemple, parce que les gens qui habitent à Oulad Brahil sont originaires de la montagne, ils ont encore des biens dans la montagne, mais ils ont une maison secondaire dans cette région. Donc ça veut dire que les interactions entre la plaine et la montagne existent, mais ce que j'ai mis en premier lieu, c'est la sécurité des habitants pour qu'on ne risque pas dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, de revivre un sinistre. Et encore une fois, ces
ces séismes reviennent par cadence tous les 20-30 ans dans la région, que ce soit dans le Rif, que ce soit au sud du Maroc, que ce soit en Algérie, etc. Donc nous savons qu'il y a une recrudescence de ces catastrophes naturelles. Donc aujourd'hui, je disais qu'il fallait donc construire ces villages avec une architecture vernaculaire voulue par Sa Majesté pour qu'on garde le cachet traditionnel de l'Atlas, mais on les mettrait dans des zones sécurisées. Je ne dis pas peut-être que ça oui, ça si ne va toutefois pas, ils acceptent, ça ne va pas parce que là, c'est dans la théorie. vous savez aujourd'hui, est-ce qu'ils accepteraient ou pas d'aller sur la plaine et d'abandonner leur maison, même si elle est détruite ou partiellement détruite? Parce que quand on parle de 60 000 logements détruits, il n'est pas entièrement détruit, je voulais juste le préciser, ou le rappeler, surtout, vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est Rachid, à très juste titre, il est question de reloger ces personnes. Elles n'ont pas toutes perdu tout leur logement. Mais, donc ce que vous dites, c'est qu'il fallait leur reconstruire. C'est l'État qui devait reconstruire. L'État devait reconstruire, pourquoi? Pour éviter que ce soit l'habitant qui fasse lui-même ce mode de reconstruction dans une zone contrainte comme celle-ci, parce qu'il n'aura pas accès facilement aux matériaux de construction qu'il devra acheminer lui-même sur des dizaines, voire de kilomètres. Si toutefois, il aurait accepté aussi, encore une fois. Je me mets peut-être à la place de quelqu'un qui va dire non, je veux construire ma propre maison. Sauf qu'il va la construire aujourd'hui avec une technique contrainte du parasismique, avec des plans qu'il faut respecter. Les plans de béton armé, on s'est retrouvé avec quoi aujourd'hui? Avec des chefs de chantier qui ont 50, 60 chantiers en même temps. Comment vous voulez qu'un tâcheron puisse donner tout le savoir qu'il a sur une maison? Avec un déficit important de main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il y a un surenchérissement. C'est ce qui est enregistré actuellement, c'est qu'il y a un déficit de main-d'œuvre. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des aides de l'État, il y a les populations locales qui essaient de reconstruire, mais la main-d'œuvre qui répond à toutes les exigences n'existe pas. J'apporterai une nuance à ce qu'a dit M. Boufous. Comme vous avez dit, il y a un attachement, je le sais parce que j'ai servi dans cette région entre 2006 et 2008, 2005 et 2008, dans cette région de Marrakech des montagnes, il y a un attachement des populations locales à leur terrain. Je me rappelle que dans des épisodes de neige, de crues, d'inondations, les populations n'ont jamais voulu quitter leur terrain. Mais par exemple, si leur terrain représente un danger, est-ce que l'État ne devrait pas aussi prévoir des terrains pour ces familles qui ont perdu leur maison, qui ne peuvent pas reconstruire parce que leur maison se trouve à flanc de montagne et qu'ils risquent, s'il y a une nouvelle secousse, eh bien, ils risquent le même épisode. Je vais répondre directement. Dans ces régions montagneuses, le terrain, il y a du terrain domanial, il y a du terrain qui répond au domaine forestier. Oui. Il y a des terrains qui sont utilisés pour les barrages, par exemple le barrage de Wirgan. Et je vais peut-être évoquer un peu le domaine du tourisme. On n'en a pas beaucoup parlé dans cette région, mais le tourisme d'auberges, etc., est une activité très importante de la population locale, qui ont été très fortement impactées. Dans des chiffres très simples, la province de Marrakech a subi un peu un contre-coup sur le tourisme un mois après, mais on sait avec les chiffres que Marrakech, alhamdoulilah, la ville de Marrakech, la région de Marrakech, a connu des chiffres exceptionnels qui n'ont jamais été enregistrés. Sauf que la province de l'Haouz, je le sais parce que j'ai travaillé dans cette province, j'ai des contacts sur place, toutes les structures d'auberges, d'hôtels, de maisons d'hôtes ont été véritablement impactées. D'abord, soit par l'impact du tourisme, où ils ont connu des dégradations directement, soit par l'image. Très peu de touristes maintenant se rendent dans cette région parce que l'image de la province de l'Haouz a été touchée. Il y a un risque à se déplacer dans la province de l'Haouz. J'ai des exemples, par exemple, vous avez cité tout à l'heure tout ce qui est hydraulique, etc. Il y a eu un barrage à Wirgan qui a fait, en l'année 2008, déplacer beaucoup d'auberges à cause de la construction. Donc il y a eu un premier impact, il y a un deuxième impact, et ils sont en train maintenant d'essayer de reconstruire et d'attirer des touristes. Et là, avec cette tribune, j'appelle vraiment les touristes marocains qui aiment la région d'Ifrane, etc., à se rendre dans cette région. Les établissements touristiques ont un besoin
très important de touristes nationaux. Oui, il faudrait déjà reconstruire. Vous avez parlé de l'activité économique. On va rappeler aussi que parmi les choses que l'État a pris en charge, il faut le dire, ce n'est pas simplement la reconstruction, mais c'est une aide financière aussi. Exact. De 2500 dirhams, 11 mensualités ont été versées. Il en reste une. Quid de l'après? Il faudra la continuer. Moi, je demande qu'elle soit continuée et qu'elle soit pérennisée au moins un an supplémentaire, parce qu'encore une fois, la précarité est là. La reconstruction va lentement. Il y a à peine 1000 logements qui vont être occupés sur les 59 000. Donc les gens sont dans une dynamique de reconstruction, etc. Là, ils prennent confiance en eux. Ça commence, la dynamique s'installe. Je pense que l'État devra continuer cette aide pour ne pas justement plonger ces gens tout de suite dans la précarité, parce que de la précarité encore plus précaire. Enfin, voilà, parce qu'ils ont besoin, Oui. quand même d'un cordon ombilical encore qu'on ne peut pas sectionner aujourd'hui. On a besoin de les aider et j'appelle vraiment le gouvernement à continuer cette aide au moins pour une année ou 2 ans supplémentaires afin que les gens reprennent vie, parce qu'encore une fois, on a décidé de les maintenir sur place, où ils ont vécu tout ce drame familial, etc. Les gens ont accepté aujourd'hui de rester sur place, d'accord? Il faut quand même les aider jusqu'à ce qu'ils reprennent une vie normale, et à partir de là, bon, il n'y a pas de souci, on peut les... En sachant qu'il y a un Une déficit. vie normale. Hein. Ils vont essayer encore une fois, Presque. c'est très compliqué. Je ne sais pas si des études sociologiques ou psychologiques ou psychiatriques ont été faites sur la zone après le cynisme, mais ça serait intéressant de voir aussi cet impact, donc la lourdeur émotionnelle qui a été engendrée. Il y a un appui psychologique qui a été mis en place, notamment par les forces d'armée royales, c'est toujours difficile. dans ces hôpitaux de campagne. Et c'est là où je dis que c'est toujours difficile. C'est difficile. De maintenir les gens sur les sites où ils ont connu des drames. Et c'est pour ça que je militais pour la construction, pas loin, dans les plaines, de villages où ils pouvaient reprendre une nouvelle vie, reconstruire une nouvelle vie, parce qu'encore une fois, même s'ils reconstruisent leur logement dans la montagne, ça va toujours leur rappeler ce drame où ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants, Oui, leurs mais familles, après, on peut etc. le voir d'une autre manière, c'est-à-dire que la vie suit son cours et qu'on connaît la résilience Tant qu'on n'a de ces pas gens été qui sont atteint, très tant pieux. qu'on n'a pas été atteint tant dans qu'on n'a sa pas été chair, oui, atteint. mais quand on a été atteint, Atteint dans c'est sa toujours chair. très difficile. Mais Très difficile de faire le deuil. Effectivement, Si vous oui. permettez, qu'il y a un déficit de développement humain, de développement économique très important dans la région. Et le souverain Sur- a appelé justement à Sur quoi- réduire ces Sur inégalités quoi repose territoriales. l'économie de ces régions? Sur le tourisme, j'en ai parlé, Oui. mais un tourisme de très faible niveau. Oui. Ça n'a rien de comparable avec Marrakech. Oui, oui, bien sûr. C'est l'agriculture pastorale, Oui. et puis c'est tout. Et c'est ça. Et les envois Des d'aides MRE, c'est de eux. membres de la famille C'est qui ça, la sont en diaspora. ville ou dans la diaspora à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors, justement, beaucoup de ces personnes sinistrées vivent encore sous les tentes. Oui. C'est une réalité Réalité, aujourd'hui. oui. Nous sommes là aussi pour dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que l'État accompagne encore ces populations-là? Professeur Drdabi. Alors, il y a eu pendant des mois, alors actuellement, j'ai posé cette question avant de venir à l'émission, pendant des mois, il y a eu des campements tenus par les militaires des phares, avec des modules intendance qui fournissaient tout le nécessaire pour les familles, c'est-à-dire des repas, un encadrement médical, j'en ai parlé tout à l'heure, une assistance pour les enfants, etc. Alors, il y a un an que ça a duré. Il y a eu pas une démobilisation, mais avec une grande partie des populations qui se sont recasées. Donc, il n'y avait plus cette, cette urgence de prendre en charge ces populations. Oui. Par contre, il y a toujours un accompagnement étatique de la part de tous les services, du ministère de l'Intérieur, de la gendarmerie, des forces auxiliaires, etc., des autres ministères pour accompagner l'opération de recasement, l'assistance et l'aide pour avoir accès à toutes les provisions, etc., parce qu'on sait que ce qui a tout touché, ce sont les logements, les écoles, mais aussi les souks. Alors, ce Toute qui est la chaîne intéressant, d'approvisionnement. et les l'État centres est en de train... santé. Alors, Exactement. bon, à tout malheur, enfin, en tout cas, je ne veux pas dire qu'il y a du bon dans le malheur, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est une réalité aujourd'hui. 42 nouveaux centres de santé ont vu le jour.
et on connaît la réalité des centres de santé dans ces zones reculées. On le sait, on l'a répété beaucoup de fois sur des plateaux de médias TV, mais au moins, là on le voit, eh bien, ça a été reconstruit. 42 centres de santé ont été reconstruits dans les zones sinistrées. C'est une très bonne chose. Les écoles aussi. C'est excellent, une centaine d'écoles. Exactement. Sur les 1000 détruites. Sur les 1000 détruites. C'est excellent. Alors, ce qui reste à faire, il nous reste 3 minutes, messieurs, pour accélérer. Parce que quelques chiffres aussi pour rappeler, 57 familles ont déjà reçu un premier versement de 20 000 dirhams. Le deuxième versement a bénéficié à quelques 20 000 familles. 8 813 familles ont reçu le troisième versement et un millier de familles ont reçu le quatrième et dernier versement, donc des aides directes pour reconstruire, ce qui fait que sur les 50 000 logements partiellement, totalement détruits. En tout cas, 1000 ont été totalement reconstruits. Je le disais tout à l'heure, les aides de 1500 dirhams mensuels, 63 000 familles ont touché les 11 mensualités de ces aides. Donc, comme je le disais, encore une mensualité a touché. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, messieurs, selon vos expériences respectives, Rachid Boufous, pour accélérer le processus de reconstruction tel que voulu d'ailleurs par le souverain, je le rappelle? Alors, ce qui a été relevé par les journalistes sur place, c'est qu'en questionnant les populations, et on le voit un peu partout, c'est un problème de bureaucratie. Donc, il faut alléger les procédures administratives, d'octroi des autorisations, d'accompagnement, etc. Très bien. Cette aide de 2500 dirhams, j'appelle de mes voeux qu'elle soit pérennisée, qu'on puisse encore la remettre une année. La reconduire pour une année. La reconduire pour une année au moins supplémentaire. Et mettre ça sur en tout cas sur la charge du fonds de 120 milliards de dirhams sur 5 ans. Oui, alors, parce qu'il faudra financer tout ça. Et encore une fois, si on n'a pas encore abordé la reconstruction dans les zones difficiles, où la reconstruction n'est pas encore arrivée, moi je pense que dans les hauteurs les plus inaccessibles, etc., je pense que le gouvernement devrait réfléchir à cette solution de construire dans la plaine des villages avec des équipements nécessaires, proches des routes, d'accord, pour, encore une fois, éviter qu'on ait des problèmes d'accès pour aller sauver les populations. Je pense que la dynamique de reconstruction est là. Elle est sur ce volet d'aide directe aux populations. Elle commence à y aller. Il faut moins de lourdeur administrative. Et bien sûr, il faut réfléchir aussi à d'autres modes d'intervention, notamment la construction de ces villages, c'est possible. Et vous allez voir, ça va apporter une véritable solution parce qu'encore une fois, je dis, la montagne doit être sacrée, elle doit rester garder, que les populations locales en gardent l'usufruit, mais il ne faut pas oublier que la montagne est dangereuse et la vie d'une personne n'a pas de prix. Merci beaucoup, Rachid Boussa. Un dernier mot, mais le temps de l'émission est terminé. Alors, je pense que c'est très simple. Ces populations, ce qu'elles demandent, une diversification de l'économie. Ils vivent déjà une réalité géographique difficile. Ils sont coupés du monde. Même s'ils ne sont pas très loin de Marrakech, pour des villages, ils sont à 80 km de Marrakech, mais ils sont à 2 heures de route de Marrakech. Oui. Donc, diversifier l'économie, diversifier la connectivité et peut-être beaucoup plus d'efforts de tous les ministères de l'État, de tous les départements. Je pense que c'est très important. Exactement, et cet État fort doit le rester, que ce soit dans la réponse directe et immédiate ou sur le moyen et long terme. Et c'est là d'ailleurs, et ça fait partie des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI lors des réunions qu'il a tenues, qu'il a présidées juste après ce séisme. Merci beaucoup, messieurs. Merci Rachid Boufous. Merci à vous également, merci à vous. professeur Nizar Derdabi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.